suite, vous êtes invité à l'inauguration de l'exposition, moment important, et qui consacre le caractère multidisciplinaire, enfin en tout cas pluridisciplinaire, de notre entreprise de recherche sur les savoirs des femmes aux alentours du tournant du siècle, donc dans une tranche chronologique relativement large et relativement floue. Mais ce flou, il vient aussi du fait que la problématique que nous avons essayé d'explorer est une problématique qui demande encore à être elle-même clarifiée. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore. Alors, la journée d'études était destinée à essayer d'ouvrir quelques perspectives, poser des questions supplémentaires. Alors, comme c'est un sujet sur lequel je ne connais pas grand-chose, mais sur lequel mes invités, en revanche, en savent très long, je vais leur céder la parole. Je vais leur demander de nous dire bien, ce qu'elles ont entendu, ce qu'elles n'ont pas entendu, et peut-être dans quelle direction cela pourrait les amener ou nous amener. Sophie. Ah, c'est moi d'abord? Allez, tu commences. OK. Là, je ne sais pas si on m'entend bien. Là. Enfin, vous me le direz. Quand on a commencé à travailler sur le groupe de recherche en septembre, on s'était posé la question, je me souviens en réunion, qu'est-ce qu'une jeune fille, en fait? Donc, vaste question, je pense, qui n'est pas réglée. J'ai l'impression, après cette année de travail, après la journée d'aujourd'hui aussi, que souvent les jeunes filles sont définies et se définissent par ce qu'elles ne sont pas, en fait. Ni des enfants, ni des femmes. Et je me disais aussi que souvent, enfin en littérature, ce sont des personnages qui sont à la fois tournés vers l'avenir, dans une espèce de quête d'aller de l'avant, mais aussi parfois, ce sont des personnages qui restent dans l'enfance un peu. Et donc, un peu entre, en fait, et entre, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé ou qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui. Et pour faire suite à ce qu'on disait ce matin aussi, en parlant des femmes qui cristallisent beaucoup de choses, eh bien, à partir de cette idée-là de tourner vers l'avenir, rester dans l'enfance, entre deux, je me disais finalement peut-être que ces personnages, je reste en littérature, ces personnages de jeunes filles cristallisent un rapport au temps que je dois définir encore, mais bon... et rapport au temps qui s'incarne aussi par une grande caractéristique qu'on attribue aux jeunes filles dans l'époque qui nous occupe, c'est cette question de fraîcheur, un terme qui revient souvent dans la littérature en parlant des jeunes filles, la fraîcheur, la fraîcheur. Et évidemment, à fraîcheur, eh bien, il y a l'inverse, il y a la date de péremption. Et en fait, je travaille sur les personnages de vieilles filles et la date de péremption est même pas, c'est presque pas anachronique en fait de le dire comme ça, puisque bien là, ça c'est les ethnologues et les anthropologues qui nous le disent. On parle de vieilles filles de sexe moisi. Donc voilà, c'est les questions dans lesquelles je suis lancée en ce moment. Donc cette question de rapport au temps. Je ne sais pas trop ce qu'on peut en faire pour l'instant, mais il me semble que dans les textes littéraires où le rapport au temps justement est toujours, en tout cas souvent problématisé, même d'un point de vue politique, souvent c'est une période. La Belle Époque est une période de trouble et enfin donc je suis là-dedans. Je ne sais pas trop comment conclure, mais je vais laisser la parole à d'autres. Voilà. Alors sur la vieille fille, les ethnologues ont beaucoup travaillé sur cette question et donc sur la jeune fille, puisqu'on ne peut pas parler de l'une sans l'autre. Alors, il faut savoir qu'on moisit rapidement, puisque s'il faut coiffer Sainte-Catherine, on craint de coiffer Sainte-Catherine, justement, et donc c'est 25 ans. Alors, hier soir, je regardais les cartes postales dans la Dropbox, et il y a cette magnifique prière d'une jeune fille qui craint de coiffer Sainte-Catherine et qui prie toutes les saintes du ciel pour lui trouver un mari sous peu, parce qu'elle n'en a plus pour longtemps. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sophie. Il y a un problème définitoire important et donc une pléthore de textes pour réussir à rendre compte
de la jeune fille. Alors, il y a les savants, il y a les éducateurs, il y a les philosophes, il y a les ethnologues qui m'intéressent énormément. Et bien évidemment, il y a les écrivains. Alors, je suis restée très surprise quand j'ai vu cet extrait que nous a présenté Hélène, des petits pois à la française, en 1929. Je me suis dit, bon, on est quand même loin de 1880. Et hier soir, m'amusant à chercher justement des textes sur l'éducation et l'enseignement des filles, je suis tombée sur cet extrait paru dans Le Gaulois le 25 novembre 1880, que j'ai le plaisir de vous lire, sur justement l'enseignement des filles. Et là, vous allez voir que la personne est visiblement contre des lycées de jeunes filles. Pourquoi pas des casernes de jeunes filles? La jeune fille française, élevée dans la protection vigilante de la famille, avait été préservée avec soin de l'éducation garçonnière et des brutalités de la science. Elle grandissait parmi les sourires et les joies, comme une fleur dans le soleil, dans une poétique ignorante des mystères des choses. Tout cela va disparaître. On va supprimer la jeune fille. Avec assez de ces petites niaises qui croient à l'ange gardien, au bonhomme Noël, aux bébés qui viennent dans les choux, la science de l'État se chargera de souffler sur ses illusions enfantines. C'est quand même extraordinaire. 50 ans plus tard, on a Les petits pois à la française, le film de 1929, et je me dis que l'ange gardien n'a toujours pas disparu. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir donc ce discours doxique sur la jeune fille des années 80 aux années 30, de s'apercevoir qu'il a finalement très peu changé. Mais après toute cette session-ci passée dans le séminaire, on peut quand même dire que la littérature est très en avance sur ce qui se dit dans la société. Ce qui prouve encore que la littérature n'est pas une simple copie de ce qui se passe, bien au contraire, qu'elle permet d'envisager les choses bien avant tout le monde. Et ça, c'est, en tout cas pour nous, fondamental et passionnant. Si je peux me permettre, si j'ai encore 2 minutes, ce qui a été dit aujourd'hui me cite faire un retour sur le séminaire que moi j'ai trouvé tout à fait passionnant. Je pense qu'il faudrait revenir sur la représentation de la jeune fille. Virginie l'a dit avant moi. Dans le fond, elles sont toutes en train de lire on ne sait jamais quoi. En fait, non, elles ne lisent pas. Elles ont un livre et puis elles ont les yeux dans le potage, quelque part. On parle de rêve, je ne sais pas, mais il est intéressant de mettre en relation ce qui a été dit par Virginie dans cette représentation de la jeune fille lisant. Elle est soi-disant capable de lire, puisqu'elle a un livre dans les mains ou sur les genoux, mais en fait, elle ne lit pas. Et la jeune fille savante qui a été présentée dans les textes de fin de siècle, on sait qu'elle sait, avocate, médecin, mais elle n'est jamais représentée sachant dans le roman. Et on a déjà ça dans Béatrix de Balzac, où Camille Maupin est écrivain, mais n'écrit jamais. Donc il y a vraiment là quelque chose de problématique. Elle a le droit de savoir, mais elle ne peut pas montrer son savoir visiblement. Et c'est là où je rebondirai avec votre 4e point qui m'apparaît essentiel, Martine Reed, c'est que justement ces romans champêtres, et je pense ensuite à La Terre de Zola, que je connais un peu mieux, mais où on permet à la jeune fille paysanne de montrer son savoir, et elle sait et elle fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant et de différent entre un roman dit champêtre, qui passe toujours pour quelque chose d'un peu léger, et les romans plus urbains, plus citadins, où finalement on octroie dans le premier davantage de savoir à la jeune fille que la jeune fille urbaine, qui est pourtant, paraît-il, plus libérée. Mais libérée de quoi et à quel niveau ? Autre question, la relation d'amour, on l'a vu encore avec George Sand comme lieu d'apprentissage. Je pense que ce séminaire pourrait développer davantage cet aspect du savoir de la jeune fille. Michel, tu l'as dit dans le dernier séminaire, elles savent, mais on ne sait jamais à partir de où elles savent.
Ce n'est pas les mères, qui sont à peu près absentes dans tous les romans qu'on a vus, ou de mauvaises mères, la plupart du temps, et des pères tout à fait mous, donc sans intérêt aussi. Alors, si on en croit les Goncourt, elles le savent naturellement, mais elles savent le vice naturellement. Alors, qu'en est-il du reste? La question se pose. À partir de où savent-elles? Il y a comme une origine du savoir ici qu'il s'agirait de découvrir. Oui, science et amour ne semblent pas faire bon ménage. Pourquoi? Je pense qu'il faudrait aussi se poser la question, et peut-être pas simplement dans un rapport homme-femme, c'est-à-dire dans un rapport de dominant-dominé. Il faudrait voir comment, dans le texte littéraire, le savoir est présenté quand on parle d'une jeune fille. Et puis, cette fameuse question qui a été posée à propos des jeunes filles en fleurs, et on a rebondi avec René Mauprin, la question du langage. Je pense que c'est fondamental ici, c'est comment parlent les jeunes filles et de quoi parlent-elles, mais surtout comment parlent-elles. Donc, il y avait cette question d'une forme de patois, ou en tout cas, y a-t-il un langage de jeunes filles, dans le fond? Ou est-ce qu'un langage de jeune fille se met en place plus on avance dans la fin du siècle et au début du XXe siècle? Et je pense que plus on avance dans le XXe siècle, et plus il y a un langage de jeune fille qui va se mettre en place. Et on le voit bien aujourd'hui avec les romans pour les jeunes. C'est clairement un langage de jeunes qui s'écrit. Et puis maintenant, les iPhones, etc., c'est aussi un langage de jeunes. Et c'est une forme de savoir. Et je pense que on n'a pas attendu l'iPhone pour se mettre à parler comme des jeunes, et que les jeunes ont toujours eu un langage. Et je crois que ce serait une direction à prendre qui est très peu exploitée. Et je pense que ça demande une lecture là extrêmement fine des textes. Donc, il y a encore plein de choses à dire. Je reviendrai sur les coutumes. Je finirai avec ça. Comme je m'intéresse au rapport entre ethnologie et littérature, Yvonne Verdier, que certains d'entre vous connaissent peut-être, a beaucoup donc travaillé sur les coutumes et le destin. Elle a bien montré dans son étude de Thomas Hardy à quel point le héros est quelqu'un qui prend son destin en main contre la coutume. Et je me demande si ce n'est pas une piste de lecture pour lire La jeune fille dans cette fin de siècle et début du XXe siècle. Est-ce que pour se définir en tant que jeune fille et en tant que femme en devenir, parce que dans le fond, la jeune fille, si elle est difficile à définir, c'est une utopie, c'est une femme qui va devenir. Et comment s'inscrit-elle contre les coutumes pour devenir cette femme dont nous sommes les héritières? Je crois qu'il serait intéressant là de mettre en concurrence et les coutumes et le destin de certaines de nos héroïnes, comment elles ont combattu la coutume ou les coutumes. Donc voilà des pistes de lecture passionnantes pour 2 ans encore, c'est ça? Oui, 2 ans. Il y a du pain sur la planche, même si c'est le rôle des femmes que de faire le pain, de poser sur la planche. Voilà. Alors, il y a quelque chose il y a beaucoup de choses qui restent à éclairer ou à éclaircir ou à interroger. C'est, par exemple, là je vais être dans mon rôle, c'est le rôle des hommes dans toute cette histoire. La plus grande partie des romans que nous avons regardés, qui sont stockés dans la Dropbox, sont des romans souvent féministes, écrits par des hommes. Les romans écrits par des femmes sont souvent plutôt conservateurs. C'est les Cervelines, et ainsi de suite, Colette Hiver, etc., avec un certain côté progressiste, mais pas trop. Alors que quand on lit toute cette littérature oubliée que j'ai essayé de faire redécouvrir, comme des romans de Marcel Prévost ou des Marguerites, eh bien, on trouve là des gens qui sont des vrais militants
Alors qui ont bien sûr des positions qui ne sont pas forcément des positions féministes d'aujourd'hui, mais qui sont par rapport à l'époque très engagées et ce qui leur entraîne des ennuis, d'ailleurs, de nombreux ennuis. Alors d'où vient ce militantisme féministe des hommes qui les pousse à écrire, comme Marcel Prévost, toute la série des lettres de femmes, ou bien Léa, etc., enfin toute une série de romans, d'énormes choses qui sont de véritables plan pour la transformation des relations hommes-femmes et pour la formation d'une jeune fille et d'une jeune femme d'un genre nouveau. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Donc je crois que les hommes, ou la question des hommes, en tant qu'ils écrivent en tout cas, ou qu'ils réfléchissent, cette question fait partie de la question du statut et de la nature et de l'identité des femmes et des jeunes filles de cette période. Mais c'est quelque chose qui reste à creuser. Et quelle est la relation qui s'est établie sur ces thématiques-là entre des gens qui se fréquentaient par ailleurs, des écrivains, des hommes et des femmes, des écrivains parfois plus féministes que les femmes. Donc, problème. Voilà. Alors, c'est le moment aussi de converser, de discuter, dire ce qui vous a semblé manquer, par exemple, et dans quelle direction vous souhaiteriez aller, si jamais vous continuez. Et alors peut-être que vous allez continuer à étudier la littérature écrite par des hommes, mais si jamais vous continuez dans cette voie, qu'est-ce que vous aimeriez creuser, par exemple? Alors ça, c'est une question que j'aimerais vous entendre discuter, même sommairement. Alors, Isabelle, vous êtes juste devant moi. Alors, je vous pose la question. Bon, Qu'est-ce qui vous interroge encore, si quelque chose vous interroge? oui, je pourrais sauter sur l'occasion pour revenir sur Proust, étant donné, dans notre séminaire, j'ai présenté un exposé sur Proust et nous nous sommes posés collectivement la question sur le langage des jeunes filles en fleurs, des jeunes filles de Balbec, qui pouvait être hautement problématique parce qu'on se demandait d'où est-ce qu'il venait, justement, le langage, les morceaux argotiques et les genres accompagnés de manières qui sont qualifiées de manières petite bande de la part du narrateur. Alors, on se demandait réellement, et on n'a pas vraiment trouvé de réponse, de quelle source est-ce que ces parties de langage pouvaient provenir. Et donc, étant donné que vous êtes revenu sur, vous avez parlé du langage des jeunes, etc., je ne sais pas si dans l'assistance, il y aurait des gens qui pourraient nous proposer des réflexions justement sur comment est-ce qu'il pourrait y avoir un genre de contamination des classes populaires vers la haute bourgeoisie que composaient les jeunes filles en fleurs. Alors, c'est très étrange. C'est la fameuse remarque par propos qu'on a évoquée, à propos donc des jeunes filles dont le narrateur suppose qu'elles sont des maîtresses de coureurs cyclistes, à cause de la façon dont elles parlent argot. Alors ça rejoint donc la question là, que posait Véronique. Toutes ces jeunes filles, toutes ces jeunes femmes qui sont entraînées à ne pas parler, il leur arrive quand même de parler, mais avec quelle langue? Qu'est-ce qu'elles disent? Où est-ce qu'elles apprennent? Alors peut-être auprès des coureurs cyclistes, comme chez Proust, mais la question, effectivement, reste posée. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. On n'entend pas leurs paroles. Alors c'est pour ça aussi que dans le programme de recherche, on veut essayer d'aller dans la direction de l'étude des écrits intimes des jeunes filles. Alors en supposant bien sûr que quelque chose de vrai s'y dit, mais on sait bien que là c'est bourré d'illusions et de faux semblants, ce genre de choses. Une jeune fille qui écrit à une autre jeune fille, de quoi parle-t-elle? Des histoires de jeunes filles sans doute, comme dans la chanson, mais à partir de quoi et en fonction de quelle
gabarit de discours, si je puis dire. Donc on ne peut pas présumer qu'on va apprendre quelque chose sur l'identité véritable, le savoir véritable des jeunes filles à travers ça. Peut-être un peu plus avec les journaux intimes, mais là encore, bon, tous les travaux de Philippe Lejeune qu'on évoquait tout à l'heure, ces travaux ont bien montré qu'il y a un formatage a priori, et que bien sûr les jeunes filles n'écrivent pas spontanément leur journal intime. C'est quelque chose qui est hyper formaté. D'ailleurs, on a des manuels dès le début du 19e siècle qui leur disent comment écrire leur journal intime. Et il y a des romans destinés aux jeunes filles, produits sous la forme de journaux intimes, qui leur apprennent comment faire. Donc là, nous sommes, d'une certaine manière, piégés. Où va être la vérité de la jeune fille. Donc ce n'est pas parce que le document va être plus personnel ou plus intime que nous allons effectivement apprendre quelque chose. Et c'est pour ça, au fond, qu'on en est à se rabattre sur la littérature, donc sur le roman, écrit souvent par des hommes, pour en savoir peut-être un peu plus sur cette vérité. Donc on est dans des paradoxes assez complexes. Mais je crois aussi qu'on est... Bon, moi, je pense à René Mauprin, c'est ce que je vous avais dit lors du séminaire. Et plus je relis René Mauprin, et plus je me dis que René Mauprin, c'est une jeune fille parfaite, une jeune fille vierge, elle mourra vierge, amoureuse de son père par ailleurs, et donc qui parle l'argot des ateliers. On en a beaucoup voulu au Goncourt, je l'ai dit, mais ce qui est intéressant quand on lit les dialogues de René, c'est que le langage est une manière de s'encanailler. C'est donc encore une fois la lettre pour le corps. Et là, il y a franchement quelque chose d'intéressant, c'est que ça permet une expérience du corps via la lettre. Alors, comment c'est possible? Mais le roman, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que c'est dangereux, les romans. Parce qu'on les lit, mais c'est aussi une expérience corporelle. Et je pense que cet argot de René dit cela. Et c'est pour ça que, dans le fond, dans les critiques qui ont été faites de René Mauprin, ce qui était insupportable, c'est le langage de René, et pas sa manière de se comporter. Donc c'est vraiment la lettre pour le corps. Il me semble, en tout cas. Il me semble aussi, c'est intéressant ce que tu viens de dire, les jeunes filles parfaites. En fait, j'ai réfléchi, mais en littérature, il me semble que les jeunes filles parfaites, ça finit toujours mal. Donc, est-ce que adopter le modèle à la perfection, et il y a là une leçon, en fait. Quand on adopte le modèle à la perfection, notre destin n'est pas nécessairement... 1900, je pense à... Bon, là, c'est une autre sorte de littérature, mais on parle de littérature faite par des femmes pour des jeunes filles. 1910, on a des romans faits pour des jeunes filles où on a une vieille fille, en fait, et elle réalise... elle meurt pauvre, seule, et elle dit à la fin, j'ai tout respecté, et j'ai respecté la vertu, j'ai respecté tout ce qu'on attendait d'une jeune fille, et voilà, je finis vieille fille. Et donc, la jeune fille parfaite, finalement, se destine à être une vieille fille. On pense que la jeune fille parfaite se destine au mariage, mais en même temps, la jeune fille parfaite se destine à l'état de vieille fille, comme s'il y avait... parce que si elles sont vertueuses, eh bien, il faut qu'il y ait une faille à quelque part, peut-être, pour qu'elle puisse devenir une femme. Et séduire, oui, voilà. Donc, c'est toute la question du rapport au désir encore qui ressort. Et là, le rapport à l'écriture, justement, entre en ligne de compte aussi, il me semble. Alors, ce qui est terrible dans ces histoires de jeunes filles, c'est que qu'elles se conduisent comme une jeune fille doit se conduire, ou qu'elles se révoltent et qu'elles se conduisent autrement, elle est punie. En tout cas, dans la littérature, ça se termine toujours mal. Toujours mal. Je ne connais pas d'exemple, sauf dans la littérature édifiante. Mais alors là, il faut avoir le courage de lire la littérature édifiante. Or, elle existe, cette littérature. Mais on ne sait pas si elle est élue. C'est comme les ouvrages de prix. Vous savez, à l'époque, il y avait les distributions des prix. Donc, c'était très rentable pour les éditeurs comme Hachette, les autres. Mais Dieu sait qui lisait ça. Si c'est élu, je doute que ça l'ait été. Donc, dans la littérature, en tout cas, dans le roman, effectivement, ça se termine toujours mal. Il y a quelque chose d'épouvantable dans le destin de la jeune fille. Alors, elle se conduit bien, elle finit en vieille fille.
c'est horrible, hein, où elle se conduit mal, et alors là, le monde entier se ligue contre elle, elle devient héroïnomane, tout ce que vous voudrez. Enfin, on a vu des exemples dans la littérature, et là aussi, elle rate sa vie, d'une certaine manière. Alors, c'est dur d'être une jeune fille, n'est-ce pas, hein. Le fameux passage, pour devenir une jeune femme, ça devrait, quand c'est réussi, ça échappe à la littérature. Ce sont des destins qui n'ont plus à être racontés, il n'y a plus rien à en dire. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, les femmes heureuses peut-être non plus. En tout cas, ce n'est pas des matériaux pour la littérature. Émilie, je vois que vous avez quelque chose à dire. Ah non, oui, vous êtes sauvée par Marcello. Je reviens. Merci. Très rapidement, et un profane qui s'y connaît pas du tout ce de quoi il parle, mais et un philosophe donc qui parle très souvent des choses qu'il ne sait pas. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est justement ce côté problématique de la notion qui ne se laisse pas cerner. Et je trouve qu'il y a des jeunes filles, et je trouve qu'il peut y avoir quelque chose de subversif là-dedans, ou pas du tout. C'est-à-dire, ça pose problème parce qu'il est très difficile de savoir ce que c'est. Donc, c'est très difficile à gérer, même au niveau social, donc à normer. On ne peut pas normer quelque chose qui nous échappe parce que c'est un devenir. Donc, ça met en question l'idée d'un aboutissement et d'un état d'acte, d'actualité. L'intellekeia aristotélicienne, c'est la femme, évidemment. Alors, qu'est-ce que la jeune fille? En même temps, c'est cette notion liminaire, parce qu'une femme, finalement, comme je le disais une autre fois, une femme, elle désire rester une jeune fille. Donc, ce n'est pas l'acte, finalement, tend lui aussi à la puissance. Donc, il y a quelque chose qui pourrait avoir un caractère subversif dans le sens que si on joue l'ambiguïté d'une notion qui ne se laisse pas cerner de façon performative, peut-être on peut inventer justement une déconstruction de ce que la femme doit être de façon normative et trouver dans la jeune fille un côté plus normatif où on produit ce que la femme, on produit ce qu'on veut être. Et je pense justement au livre de Georges Lapassade, L'entrée dans la vie, où il est question de ça, c'est-à-dire il est question de penser ce qui vient avant l'acte, en les pensant comme essentiel, c'est-à-dire que l'acte finalement est une abstraction de cette puissance et que ceux qui... Donc voilà, bon, c'est des réflexions un peu... Et le fait que ça finisse mal ou que ça soit ennuyeux, c'est justement le problème qu'on ne sait pas comment cerner la notion. Donc il est difficile de trouver une solution. Il n'y a pas de solution parce que la notion elle-même ne se laisse pas cerner. Bon voilà, c'est juste des pensées un peu éparpillées, mais voilà. Mais c'est ce qui fait que la littérature est possible, puisque la littérature est faite pour interroger ce genre de choses, de situations ou d'objets qui n'ont pas d'identité, dont on ne sait pas ce que c'est. Hein. C'est peut-être pour ça donc, que la littérature est pleine de jeunes filles. Oui, je reviens, vous avez eu le temps de réfléchir. Vanessa, vous voulez passer? Merci. Ben, c'est moi, en fait, je suis encore dans ma tête, dans le travail que j'avais à rédiger pour aujourd'hui. Mais en fait, je me suis posé la question en l'élaborant. Je lisais un article d'Edmond de Goncourt intitulé « Une passionnée de petites filles », publié dans la Revue indépendante en 1884, qui était la même date en 1884 que la publication de Charmol de Paul Adam, que je me suis attachée à analyser. Dans La passionnée d'une petite fille, de Goncourt décrivait en fait l'anecdote d'une petite fille, vraiment une véritable petite fille, écrivant dans son journal d'enfant qu'un homme lui avait susurré des mots à l'oreille, mais qu'elle n'était pas assez grande ni assez savante pour les retranscrire. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'en même temps, ça signifiait que cette petite fille on dirait qu'elle avait un instinct de savoir effectivement qu'est-ce qu'il fallait ou non qu'elle retranscrive dans son journal. Ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que la mère avait le potentiel de refermer l'esprit de la petite fille comme son journal intime qui était, j'imagine, ôté des mains au mariage. Puis dans le roman de Charmol, la mère est totalement absente. Et la figure de la prostituée, la figure en fait, de Lucie Sirache devient une prostituée, tombe dans le vice. Puis je me posais en fait la question, mais au fond,
lié à la question de la jeune fille, la question de la mère semble inévitable. Puis je me demande, en fait, où est la mère, mais aussi dans quelle mesure, où est la mère? Parce qu'en fait, quel est son rôle auprès de la jeune fille? On dirait qu'elle a vraiment une véritable importance. Puis je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Moi, j'en ai pas trouvé pour l'instant. On va poser la question. Bon, ça va être intéressant, votre travail. En fait, j'ai l'impression que Madame Josserand, dans Paubouille, a tué toutes les mères. Elle est terrible, c'est une affreuse éducatrice qui veut marier ses filles à tout prix, n'importe comment, et qui leur enseigne des choses tout à fait déplacées. Et elle leur apprend à être des prostituées mariées, tout simplement. Donc, ce qu'avait déjà énoncé Balzac dans La vieille fille à propos du mariage, de toute manière, c'était pas nouveau. Mais effectivement, les mères disparaissent ensuite, ou alors c'est des figures de mères tout à fait dévoyées. Alors vous parlez de cette année 84, c'est Chéri, c'est la joie de vivre, à rebours. Donc, et là, les mères ont disparu complètement. C'est une vraie question qu'a posée Andrea lors de sa conférence. Et les pères ont disparu aussi. C'est qui disparaît depuis. Alors, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, là, il y a une vraie question parce que Yolande n'est plus là, mais les historiens parlent d'une crise de la masculinité. Je renvoie aux travaux d'André Roche. Et après la République, donc la figure patriarcale qui tombe. Et puis on dit que la mère prend toute la place. En fait, en littérature, elle va elle aussi disparaître. Il y a une crise parentale, point. Et du point de vue du savoir, ça nous intéresse. Et je vous écoutais parler de cette petite fille qui a très bien compris ce qu'elle a entendu dans l'oreille. C'est bien pour ça qu'elle ne le retranscrit pas. Donc elles m'ont raison, elles savent. Mais il y avait une grande angoisse dans cette seconde moitié du 19e, c'est l'apprentissage par les domestiques. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aller du côté, justement, du populaire pour un savoir sur le corps Sophie ? Oui, il me semble aussi que tu parlais de crise, je parlerais de crise de la filiation aussi, et ça rejoint la question tout à l'heure aussi. En fait, il me semble, à écouter tout ce qui se passe ici, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec, d'une part, le passage, donc passage parce que la jeune fille, elle est en passage, mais en même temps, quand je regarde les romans, il me semble, en fait, je m'en suis rendu compte en travaillant sur les vieilles filles. On a des personnages de jeunes filles, on a des personnages de vieilles filles, et très, très, très rarement, on a la trajectoire. Donc, une jeune fille qui devient une vieille fille. Comme si, et je disais dans une autre communication que finalement, beaucoup de personnages de jeunes filles meurent trop jeunes, avant même d'être vieilles filles, et beaucoup de personnages de vieilles filles semblent toujours avoir été vieilles filles. Or, dans les romans, parce que c'est frappant chez les Goncourt, les jeunes filles sont des femmes en puissance, mais elles ne le deviendront pas. Et donc là, il y a vraiment quelque chose dans le passage. Je parlais de rapport au temps, et il me semble qu'il y a là vraiment quelque chose dans le passage ici qui peine à se faire. Et la passation, donc qui est là, la passation du savoir, et passation aussi qui peine à passer. Et je pense à certains romans qui font appel au savoir populaire, où justement il y a des jeunes filles qui vont consulter des cartomanciennes et pour savoir comment faire ce passage. Donc là, il y a une passation du savoir pour pouvoir faire un passage qui finalement ne sera pas fait non plus, puisqu'on lui prédit qu'elle sera vieille fille. Et donc, bon, comment on fait pour ne pas l'être après, mais elle le sera de toute façon. Bon, le roman finit quand elle l'est finalement. Donc on ne la voit pas faire son parcours de vieille fille. Et il me semble que là, il y a un parcours qui n'est pas fait, en fait, qui peine à se faire. Parcours du savoir, mais parcours aussi dans l'avancée en âge, enfin. Voilà. Prochain projet de recherche pour le CSH. Voilà. Ah ben, oui, on attend les subventions. Il n'y a plus de jeunes filles, etc., mais il y a l'exposition. Et donc, je vous invite à y aller. Il n'y a que des jeunes filles. Finalement, que des jeunes filles, on n'en sort pas. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, à toutes celles qui ont participé au séminaire et comme vous,
rappelle donc que tout ça va être édité. Nous allons travailler à faire une édition électronique. Même chose pour ce que nous avons entendu aujourd'hui. Ça va être monté d'ici quelques temps. N'attendez pas ça pour demain. Sans doute en version audio plutôt que vidéo à cause de la lourdeur que ça impliquerait peut-être. Enfin, on va voir, on en discutera. L'équipe technique va se consacrer à réfléchir à ce sujet. Alors j'espère que tout le monde a appris quelque chose, moi énormément, c'est pour ça que j'ai fait ce programme, pour essayer d'en savoir plus, mais je constate qu'il reste de vastes étendues à parcourir. Voilà, donc vous avez beaucoup aidé à baliser ce territoire, et il va en sortir des choses. Nous saurons à la fin ce qu'est une jeune fille, j'en suis sûr. Voilà. Merci beaucoup à tous.